Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 13 heures au Bénin. Le grand format de ce dimanche 7 septembre 2025 fera un zoom sur les préparatifs de la rentrée scolaire. Apprenants, enseignants et parents d'élèves se préparent activement pour la reprise des classes. Nous recevrons dans cette émission Jérôme Bewa. Il est le représentant du bureau départemental de la FENACEPIB, Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin. Au cœur de nos échanges, les conditions de travail de cette catégorie d'enseignants, les revendications et les efforts du gouvernement, sans oublier les défis et les attentes de ces enseignants. L'invité média de ce dimanche nous vient du quotidien d'information de service public La Nation, Arnaud Doumahon. Il s'appelle, avec lui, nous parlerons politique avec la désignation de Romuald Ouadani comme candidat de la mouvance présidentielle. Le candidat fait déjà le tour des différentes formations politiques qui soutiennent les actions du président Patrice Talon. Nous parlerons également des démocrates qui dénoncent certains comportements qu'ils jugent inacceptables. Nous parlerons aussi sécurité routière avec la lutte engagée contre les chargements hors gabarit. Et enfin, la page culture de cette émission recevra une jeune pépite du zouk. Depuis sa tendre enfance, elle baigne dans la musique. Elle a trouvé la voie de la musique à 7 ans en tant que choriste, puis devint comme son père maîtresse de chœur et fondatrice de chorale, chanteuse karaoké, live animatrice événementielle, amatrice de piano et de percussion. Elle a accompagné plusieurs artistes nationaux et internationaux sur scène. Aujourd'hui, elle donne de la voix à travers ses propres compositions. Il s'agit bien évidemment de cette artiste que vous connaissez sous le nom de Semiel. Elle sera aussi sur ce plateau pour de bons moments de zouk. Nous allons dérouler tout ce programme concocté pour vous, mais d'abord, nous allons faire le point de l'actualité. Voici pour vous le JT. Au sommaire de cette édition, l'atelier technique de révision de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin. Les assises de Boycon ont regroupé plusieurs acteurs de diverses structures concernées. Ils sont invités par l'autorité de régulation des marchés publics pour analyser et procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant les amendements indispensables. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le Conseil technique au tourisme et à l'hôtellerie poursuit sa tournée de vulgarisation des nouveaux tests réglementaires du secteur touristique. Après l'étape de l'Atakora, Christian Couton s'est rendu à Djougou dans la Donga pour expliquer aux acteurs opérants dans le secteur du tourisme les différentes réformes audacieuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon en vue de faire du Bénin la destination touristique la plus prisée des touristes. Nous parlerons également de la Fédération béninoise de Flying Disc qui s'invite officiellement dans l'arène du sport béninois, la famille du sport Ultime Frisbee ou encore de la discipline du disque volant s'est réunie en assemblée générale constitutive ce samedi 6 septembre 2025 pour procéder à la mise en place de leur fêtière nationale. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par la commune de Niki qui vibre depuis 2 jours au son et aux couleurs de la Gani édition 2025. La reine de la Gani, au lieu d'une tradition préservée et modernisée, est en effervescence depuis l'aube de ce 5 septembre 2025. La grande fête identitaire des peuples bâtonnaux et beaux attire des 4 coins d'Afrique, cadres ressortissants, personnalités administratives et politiques, ainsi que des chefs traditionnels. Cités parmi les plus anciennes célébrations culturelles du Bénin, la Gani, étroitement liée à l'épopée des ancêtres et à l'organisation monarchique traditionnelle, conserve de multiples fonctions sociales, culturelles et symboliques qui contribuent à la sauvegarde de l'identité communautaire. Bonne fête donc à tous les descendants et sympathisants de l'ère Baroutem. Nous parlerons à présent de la rénovation des infrastructures sportives au Bénin, surtout en ces périodes où les guépards sont obligés de livrer leurs matchs sur des installations hors du Bénin. Dans sa conférence de presse tenue ce vendredi, le porte-parole du gouvernement a abordé la question. Dans l'ensemble, il se veut rassurant parce que les installations en cours de construction ou de rénovation tiennent compte des normes internationales. Voici les explications de Wilfried Léandre Rumbeji. Nous jouons sur Abidjan, mais dans quelques petits mois, nous jouerons sur Cotonou. Les travaux
de réhabilitation du stade général Mathieu Kérékou étant très avancé, la pré-homologation ayant même été indiquée dernièrement. Donc, soyez rassurés que nous aurons le bonheur, vous et nous, de retourner, pour ceux qui ne peuvent pas se rendre jusque sur Abidjan afin de soutenir les guépards, nous aurons le bonheur de retourner au stade, au pays, afin de vibrer au même diapason que nos ambassadeurs, que sont les guépards, dans la phase qualificative pour le Mondial 2026. Le stade que nous allons réaliser sur Parakou, c'est un stade de type omnisport, comme celui que nous faisons à René Pleven. Mais nous le faisons conformément aux normes. Vous avez bien suivi le compte rendu du Conseil des ministres et vous voyez la qualité de la pelouse et autres à réaliser sur ces stades-là. Cela vous renseigne que nous faisons les choses comme il faut. Et maintenant, en dehors de Cotonou, en dehors de Porto Novo, dont le stade sera également remis totalement aux normes pour permettre à notre pays de disposer d'infrastructures dignes d'accueillir les compétitions internationales, oui, les autres villes, notamment Parakou, pourront à terme bénéficier d'infrastructures de même envergure afin que si un jour nous sommes candidats à abriter tout seul une compétition majeure de la CAF ou de la FIFA, nous soyons en capacité de le faire parce que les infrastructures auraient été mises en place. La reprise des classes le 15 septembre prochain était aussi au cœur des échanges entre le porte-parole du gouvernement et la presse. Occasion pour Wilfried Léandre Rumbedji de revenir sur les avancées enregistrées grâce aux réformes introduites dans le secteur. Nous allons suivre. Nous avons, au terme de l'année scolaire écoulée, connu dans notre pays la première promotion de candidats au bac depuis des décennies, ayant connu un cycle secondaire entier sans un jour de grève. Les enfants qui ont passé leur bac l'année dernière ont fait, grâce aux réformes qui ont été opérées par le gouvernement du président Talon, de la 6e en terminale sans connaître un seul jour de grève. Les enfants qui ont fait leur CEPE ont fait du CI en CM2 sans connaître un seul jour de grève. Et ceux qui ont fait le BEPC ont fait au moins du CE1 ou du CE2 jusqu'en 3e sans connaître un seul jour de grève. C'est utile à souligner parce que ça n'était pas évident. Et quand on voit les résultats qui sont de plus en plus éloquents, certains s'interrogent parfois sur la qualité de ces résultats ou leur sérieux. Je crois que c'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs, allant du gouvernement aux enfants, en passant par les enseignants, les parents d'élèves, c'est la conjugaison de tous ces efforts qui nous permet d'avoir ces résultats. Et pour ce qui est du gouvernement, il va sans dire que les mêmes dispositions qui sont prises depuis quelques années pour avoir ces années scolaires normales, les mêmes dispositions à minima seront prises pour le compte de l'année scolaire 2025-2026. Et je peux vous donner l'assurance également que dès le premier jour de cette rentrée, les équipes de l'Agence nationale de la nutrition et de l'alimentation sont déjà mobilisées pour que les enfants, au premier jour de l'année scolaire, aient accès à leur repas chaud et que cela se passe sur les 180 jours, c'est-à-dire jusqu'au jour des vacances, sans discontinuer, contrairement à la pratique qui a existé avant 2017, où les enfants n'avaient que 20 jours de repas dans l'année, les cantines étant fermées après. Après l'étape du département du littoral, c'est le tour de l'Atlantique d'accueillir le directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP pour la séance des formations et de formation dans le cadre des élections générales de 2023. Il s'agit d'expliquer aux élus locaux les services de l'ANIP offrent aux populations pour une élection inclusive, fiable et transparente. La séance a eu lieu à la préfecture d'Alada ce vendredi. Nous allons suivre. Pas à pas, l'Agence nationale d'identification des personnes s'active pour la consultation électorale de 2026.
À la faveur de cette séance de formation et d'information, elle sensibilisait femmes ici, les chefs d'arrondissement et secrétaires administratifs du département de l'Atlantique sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans le processus d'affichage et d'actualisation de la liste électorale informatisée. Nous avançons très bien sur la liste électorale. Nous avons remis les statistiques à la Sénat le 14 juillet. Le 31 juillet, nous avons fait une conférence où nous avons annoncé le lancement de nouveaux services. Donc depuis le 31 juillet, tout citoyen peut consulter son centre de vote. Nous attendons en fait des chefs d'arrondissement et des secrétaires d'arrondissement de sensibiliser leur population, de leur donner en fait l'information relative aux dates clés que nous leur avons communiquées, c'est-à-dire du 13 au 28 septembre, le rôle qu'ils auront à jouer envers la population, c'est-à-dire le rôle de communication, le rôle d'information sur la consultation de la liste électorale. Deux communications ont meublé les échanges. La première porte sur la présentation de la liste électorale informatisée et ses implications, et la seconde sur le guide de formation dans le processus de la distribution des listes électorales et le contrôle de la remise de ces listes aux chefs d'arrondissement. Une initiative appréciée par ses participants massivement mobilisés. Le rôle de nous CA, des chefs d'arrondissement, des secrétaires d'arrondissement dans le processus. Et ça a été clair, nous ont donné des formations par rapport à ça. Par exemple, il faut étoile 151 dièse pour connaître son centre de vote. On peut avoir une résidence principale, également une résidence secondaire. Par le passé, la population avait beaucoup de difficultés pour consulter leur centre de vote. Aujourd'hui, à partir de leur portable, tu peux consulter ton bureau de vote. On va gongonner, on va sensibiliser la population et demander à la population de sortir. Cette séance de formation et d'information va se poursuivre dans les autres départements du Bénin. Voilà, c'est donc la séance de sensibilisation de la NIP dans le cadre des élections générales de 2026. Et puis les rideaux sont tombés sur le séminaire atelier du cadre de concertation des confessions religieuses. Pendant 112 heures, plus de 400 délégués de diverses confessions religieuses venus des 4 coins du pays ont échangé sur les défis majeurs de la démocratie béninoise. Des échanges au bout desquels plusieurs recommandations ont été formulées dans le but d'assurer le bon déroulement des élections générales dans un climat apaisé et inclusif. Sur engagement donc, ils se sont confiés. Suivant. À la fin des 3 jours de travaux, nous avons décidé d'inviter chaque Béninoise et chaque Béninois, chaque acteur institutionnel et toute la classe politique à placer le Bénin, sa paix et l'unité de la nation dans les mains de Dieu Tout-Puissant et au-dessus de toute personne, de toute formation politique et de toute institution, quelle qu'elle soit. Le code de conduite dans une démocratie comme le Bénin est la soumission de tous les citoyens, de toutes les entités, y compris les confessions religieuses et la classe politique, aux droits positifs en République en vigueur dans le pays. C'est pourquoi, sans vouloir s'immiscer dans le débat politicien, nous invitons instamment l'ensemble de la classe politique à se soumettre aux droits de l'État béninois, notamment le cadre juridique de la vie des partis politiques et des élections. Nous encourageons, par la même occasion, les uns et les autres à utiliser les voies de recours nationales et internationales et le dialogue constructif pour résoudre les éventuels différends politiques et électoraux. Chaque leader politique doit prendre l'engagement ferme de bannir la violence dans ses propos et dans ses actes. Cet engagement sera matérialisé par l'adhésion à une charte de paix et de bonne conduite que les confessions religieuses proposeront à la signature des leaders des partis politiques, les engageant ainsi à privilégier le dialogue et la non-violence. Dans ce cadre d'apaisement,
nous en appelons à une rencontre entre le président de la République et son prédécesseur, le docteur Boni Yayi. De même, il devient impérieux de mettre fin aux campagnes négatives sur les réseaux sociaux. Parlons à présent de l'atelier technique de révision de la loi portant code des marchés publics en République du Bénin. Les assises ont regroupé à Boïkan plusieurs acteurs de diverses structures concernées. Ils sont invités par l'autorité de régulation des marchés publics avec pour objectif d'analyser et de procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant des amendements indispensables. Nous allons suivre. Entre autres participants à ces assises, on retrouve les membres du Conseil de régulation, ceux du comité technique préparatoire, les directeurs centraux du ministère de l'économie et des finances, de même que les personnes responsables, chefs cellules du contrôle, délégués de contrôle des marchés publics. Ils sont réunis sur initiative de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, ceci dans le cadre de la relecture de la loi portant Code des marchés publics. La réforme en cours, faut-il le rappeler, vise en effet, entre autres objectifs, la modernisation de l'objet et du champ d'application de la réglementation de la commande publique au Bénin, la mise en conformité des principes aux réformes communautaires ainsi que les normes et standards internationaux, la mise en harmonie et en conformité de la loi portant Code des marchés publics avec la réglementation de l'administration territoriale, de la loi organique aux lois des finances, l'OFF, du code pénal, des exigences liées à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, l'insertion des nouvelles techniques de gestion de la commande publique, comme la stratégie de passation des marchés publics et la politique nationale d'achat public. L'atelier est organisé à la suite des phases de collecte, de centralisation et de validation du répertoire des dispositions du Code des marchés publics, sujet à révision. Le rendez-vous va permettre aux convives d'analyser, mais également procéder aux modifications nécessaires aux dispositions de la loi en apportant les amendements indispensables à partir des résultats du comité préparatoire. Ce dernier est parvenu à afficher les éléments de correction ayant trait aux insuffisances ainsi que les nouvelles exigences et contraintes qu'impose la révision. Les objectifs poursuivis par le présent atelier sont immenses. Vos contributions à la révision de la loi portant Code des marchés publics doivent être pertinentes et apporter de ce pas la plus-value nécessaire pour promouvoir l'efficacité et l'efficience du système de la commande publique en République du Bénin. Les travaux vont durer quelques jours et pour l'atteinte des objectifs, les organisateurs comptent sur l'assiduité et le dévouement des uns et des autres pour des échanges mutuellement enrichissants. Le Conseil technique au tourisme et à l'hôtellerie poursuit sa tournée de vulgarisation des nouveaux tests réglementaires du secteur touristique. Après l'étape de l'Atakora, Christian Couton s'est rendu à Djougou dans la Donga. Il est question pour l'émissaire du ministre en charge de la culture d'expliquer aux acteurs opérant dans le secteur du tourisme les différentes réformes audacieuses engagées par le gouvernement du président Patrice Talon pour faire du Bénin la destination touristique la mieux prisée par les touristes. Suivant. C'est une séance d'information et de sensibilisation pour mettre en exergue les nouvelles dispositions prises et réformes opérées pour dynamiser et structurer le secteur du tourisme au Bénin. À Djougou, pour le compte de la Donga, guides de tourisme, voyagistes et hôteliers découvrent les différentes innovations et particularités apportées par le gouvernement du président Patrice Talon pour améliorer les conditions d'exercice des activités touristiques. Alors, il faut dire que le gouvernement du Bénin investit plusieurs milliers de milliards dans le secteur du tourisme. Nous avons beaucoup de produits d'appel qui sont en cours de conception et de réalisation. Il va sans dire que l'offre privée mérite d'être restructurée pour assurer une montée en gamme des produits, pour assurer un niveau de qualité souhaité
pour la satisfaction des touristes. D'autant plus que le tourisme est devenu le deuxième levier de transformation de l'économie béninoise et de l'atteinte de la croissance continue de l'économie telle que le gouvernement a voulu le faire. Les échanges interactifs ont permis aux participants de mieux cerner les contours des nouveaux textes et avancées notables apportées par la nouvelle réglementation. Avec ces tests, nous avons compris qu'on était dans le retard. Quelqu'un qui refuse d'être dans les normes, plutôt qu'il est en train de perdre, qu'il gagne. Parce que nous avons trouvé que la réforme actuelle a un plus pour nous. Celui qui s'écarte, il a perdu. J'ai une inquiétude. L'inquiétude, c'est quoi? C'est qu'on ne nous bouscule pas. Qu'on essaie de nous amener tout doux. Bam bam. Nous allons arriver. Concernant les règles, les conditions à remplir par rapport aux hôteliers, nous trouvons que c'est de bonnes règles et que nous allons nous mettre sur ce chemin-là pour être vraiment visibles. Ces différentes réformes audacieuses viennent consolider la position de l'État central engagé pour un tourisme rayonnant, attractif, compétitif et modernisé. Allons à présent dans la commune de Semekpodji où la Marine nationale franchit une nouvelle étape dans la protection et le bien-être des populations. Un poste médical stratégique vient d'être inauguré et servira à la fois les militaires et les populations civiles. Les détails dans ce reportage. Érigée grâce au soutien de l'agence belge de développement Enabel, cette infrastructure sanitaire moderne traduit la volonté de doter la marine béninoise d'outils à la hauteur des défis sécuritaires et humains actuels. Bien plus qu'un centre de soins pour militaires, ce poste médical se veut un lieu ouvert, pensé pour accueillir également les civils de Semekpodji et des environs. Conscient de ce que notre force réside aussi dans le lien qui nous unit à la nation, nous avons voulu que ce poste médical s'ouvre en priorité aux populations civiles. Ce choix traduit notre volonté traditionnelle de renforcer le lien armée-nation et de bâtir un vivre ensemble indispensable au développement de notre pays. Mon général, ce poste médical, fruit de votre soutien et de votre engagement, offrira une prise en charge complète allant des soins courants aux traitements spécialisés, tout en mettant un accent particulier sur la prévention et la sensibilisation. Nos ambitions pour ce centre dépassent largement l'inauguration du jour. Nous aspirons à en faire un pôle sanitaire de référence pour toute la région. Au-delà du symbole, ce poste médical s'inscrit dans un ensemble plus vaste. La construction en cours de la nouvelle base navale de Semekpodji, elle aussi financée par Enabel et l'Union européenne. Le soutien que nous apportons est de divers genres. Le soutien est d'abord cognitif, le renforcement des capacités d'intervention en termes d'apport théorique de la défense belge à la marine nationale. Et en second lieu, le soutien infrastructurel et équipement. Vous savez, la base navale de Semek qui est en cours de construction, qui est presque construite, est financée entièrement par Enabel avec le concours de l'Union européenne et sera équipée entièrement par Enabel et l'Union européenne. Et ce joyau va permettre à la marine nationale et au pays dans sa totalité de mieux contrôler les actes illicites qui pourraient provenir de l'Est. En inaugurant ce centre, la Marine nationale réaffirme ainsi sa vocation à protéger, soigner et servir. Parlons à présent de la Fédération béninoise de Flying Disc qui s'invite officiellement dans l'arène du sport béninois. La famille du sport Ultimate Frisbee ou encore la discipline du disque volant s'est réunie en Assemblée générale constitutive ce samedi 6 septembre 2025 pour procéder à la mise en place de leur fêtière nationale. L'Assemblée constitutive s'est déroulée dans la salle de conférence de la mairie de Cotonou. Retour sur les temps forts de l'événement. Né en 1968 aux États-Unis, l'Ultimate s'institutionnalise au Bénin.
Ce sport collectif qui se joue avec 2 équipes de 7 joueurs chacune et un disque volant dispose désormais d'une fédération nationale ici portée sur les fonds baptismaux. Les différents acteurs du Flying Disc béninois se sont réunis ce 6 septembre 2025 pour créer le cadre propice en vue d'un avenir prometteur de la discipline au plan national. La mise en place de cette association permet de promouvoir le Flying Disc au Bénin, de développer les compétences des joueurs et de créer des opportunités pour les jeunes talents. La municipalité de Cotonou réaffirme son soutien et son appui constant pour cette installation qui sera sans doute très bénéfique à toute la population. Au cours des travaux, les délégués venus de divers horizons travaillent à la relecture des tests de cette nouvelle fédération sportive qu'ils ont adoptée à l'unanimité. Ils ont par ailleurs procédé à l'installation du tout premier bureau exécutif de la Fédération béninoise de Flying Disc, composé de 8 membres. Avec cette discipline Flying Disc, qui est le disque volant, qui se joue 7 contre 7 et qui se joue sur un terrain de 100 mètres, nous allons ravager tout le Bénin. Nous allons faire le tour du Bénin pour que la jeunesse béninoise connaisse ce sport qui existe depuis plus de 60 ans environ. À l'issue de cette assemblée générale, la première démarche, c'est d'obtenir une reconnaissance nationale, ce qui passe par l'enregistrement au niveau du ministère de l'Intérieur et la publication du journal officiel. Nous sommes déjà très attendus au niveau africain. Ils attendent déjà nos dossiers pour être enregistrés au niveau de la Confédération africaine de Fly Disc. De la même manière, au niveau de la Fédération mondiale de Fly Disc, notre dossier est déjà attendu. La vision est claire. Les tout premiers défis sont connus et le bureau exécutif du nouveau-né de la famille sportive béninoise dispose d'un mandat de 5 ans pour atteindre les objectifs. De toute façon, le chemin est tout tracé et il faudra juste que la démarche s'en suive. C'est la fin du journal, mais le grand format se poursuit. Nous ouvrons donc la deuxième partie de cette émission avec l'invité de la semaine. Pour ceux qui sont au Bénin, vous le savez déjà, nous sommes à une semaine de la rentrée scolaire 2025-2026. Apprenants, enseignants et parents d'élèves se préparent activement pour la reprise des classes. Et pour en parler, nous recevons dans le grand format d'aujourd'hui Jérôme Bewa. Il est le représentant du bureau départemental de la FENACEPIB, Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin. Au cœur de nos échanges, les conditions de travail de cette catégorie d'enseignants, les revendications et les efforts du gouvernement, sans oublier bien évidemment les défis et leurs attentes. Bonsoir à vous, monsieur Bewa, et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous avoir ici. Le plaisir à moi. J'espère que la rentrée se prépare très bien. Très bien, très bien. Voilà. Oui. D'importants efforts sont consentis par le gouvernement depuis plusieurs mois, justement, pour améliorer les conditions de travail des enseignants, notamment les préinsérés, la catégorie à laquelle vous appartenez. En tant que représentant de cette catégorie d'enseignants, comment évaluez-vous ces efforts du gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et permettez-moi, avant de répondre à cette question, de saluer tout au moins les téléspectateurs et mes collègues enseignants. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis bonsoir. Je salue également mes collègues aspirants, ceux grâce à qui et pour qui je suis là. Eh bien, vous avez tout à l'heure posé la question de savoir comment évaluons-nous les efforts du gouvernement. Les efforts du gouvernement, effectivement. Vous allez constater que depuis 2019, à l'avènement du pouvoir actuel, il y a des réformes qui ont été entreprises. Oui. Et dans le système éducatif, il y a eu ce qu'on appelle l'aspiranat désormais, et il y a eu des aspirants, catégorie d'enseignants à laquelle j'appartiens et j'assume. Alors, c'est vrai, au début, on avait commencé très bien, on a commencé avec 9 mois de salaire, et entre-temps, on avait commencé par sentir des difficultés, et très vite, nous avons pensé avoir une fédération pour pouvoir nous représenter auprès des autorités. Et donc, nous avons créé la FENACEPIB et nous avons désigné 2 représentants.
Il s'agit très bien sûr de M. Ron Ferdinand et à Cordiano Pierrot. Eh bien, ils nous ont représentés dignement, ils ont toujours porté nos cris de cœur très haut. Auprès de l'administration. Auprès de l'administration. D'accord. Et ce qui a fait qu'au début, quand on avait commencé par recevoir 9 mois de salaire, ils ont porté nos cris de cœur aux autorités. Eh bien, de 9 mois, nous sommes passés à 10, après à 12 sur 12. Eh bien, je vous dis que c'est vrai, au début, quand on recevait 9 mois de salaire, c'était un peu compliqué, très compliqué. Et ceux qui n'avaient pas la possibilité d'avoir un parent bienfaiteur, n'est-ce pas, ils souffraient sérieusement. Oui, donc, et ceux qui en avaient, on les récupérait, les parents les récupéraient en ces temps, pendant les vacances où on n'avait pas de salaire. Et donc, parce qu'on souffrait, et à la reprise, on nous identifiait très facilement les aspirants, parce que pendant les vacances, ils n'avaient pas reçu de salaire. On nous identifiait très facilement à travers la longueur de nos mâchoires. Wow. Parce qu'on a pris tout le temps à galérer pendant les vacances et la faim, la maigreur nous épuisait sérieusement. Eh bien, le gouvernement a entendu nos cris de cœur et a commencé à améliorer peu à peu nos conditions de vie. Ouais. Vous êtes passé à 10 mois, à 10 mois, à 12 mois sur 12. Donc finalement, on peut dire que vous êtes payé 12 mois sur 12. Oui, actuellement, nous sommes à 12 sur 12. Voilà. Cependant, il y a encore des... Là, nous parlons d'abord des efforts du gouvernement. Oui, oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses également que le gouvernement a eu à faire au profit des aspirants? Oui, bien sûr. Oui, lesquels par exemple? Par exemple, avant, on n'avait pas la possibilité d'avoir les prises en charge. Le gouvernement nous avait octroyé ça parce que c'est le verbe qu'ils avaient utilisé dans leur communiqué. Ils nous avaient octroyé, n'est-ce pas, les prises en charge, les congés de maternité, la gratuité, n'est-ce pas, des frais de scolarité de nos enfants, ce qui n'était pas possible. Quand on avait commencé, on nous avait octroyé tout cela. Et aussi, nous sommes passés de 9 à 12. Ça fait partie des avantages que nous avions reçus de notre gouvernement. Oui. Malgré ces avancées, il y a probablement encore des défis à relever. Et quels sont aujourd'hui les principaux problèmes ou obstacles auxquels les enseignants préinsérés sont toujours confrontés? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais partir des détails pour venir aux défis connus de tous. Je vous en prie. Très bien. Alors, déjà, vous constatez que depuis 2019, les enseignants appelés aspirants, n'est-ce pas, interviennent dans les collèges. Mais il y a des particularités que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Lesquelles? Très bien. Déjà, je rappelle qu'à l'avènement de notre gouvernement actuel, ils nous ont habitués, n'est-ce pas, à respecter les tests. Et même un Béninois, même qui vit dans un village reculé, quand il veut poser un acte là, il pense aux tests. Oui, dit, ce sont les tests qui font la République. Exactement. Ben voilà. Très bien. Et même avant de poser un acte, il dit, si je fais ça, il y a des tests qui sont là. Et on a des preuves. Ceux qui n'ont pas respecté les tests là, ils ont reçu des punitions connues de tous. Oui. Mais malheureusement, notre pouvoir, le pouvoir actuel, n'est-ce pas, viole un arrêté, l'un des tests qui encadre, n'est-ce pas, l'enseignement au Bénin. Je prends par exemple l'arrêté 069 qui fixe, n'est-ce pas, la charge horaire hebdomadaire des professeurs des enseignements secondaires généraux, techniques et de la formation professionnelle. Cet arrêté prévoit en son article numéro 3, n'est-ce pas, la charge horaire hebdomadaire des aspirants. C'est bien précisé, la charge horaire des aspirants du Bénin. D'accord. Eh bien, on devrait avoir entre 20h et 22h de cours. Mais aujourd'hui, dans les établissements, depuis là, entre-temps, vous avez appris qu'on avait fait 30 heures. Ouais. On avait tellement crié et ils ont dit d'accord, on va revoir un peu. Et c'est dans cette révision-là qu'ils sont désormais à 26, 28 heures. Alors que nos collègues ACDPE sont à 18 heures, 20 heures et autres. Et plus grave, malgré les 26 heures que nous faisons, si tu es aspirant, même si tu as le diplôme de CAPES, le plus grand diplôme de l'enseignement, si tu es envoyé dans un établissement et que, malgré tes 26 heures, on envoie un collègue ACDPE, je n'ai rien contre mes collègues. Mes amis ACDPE, non, pas du tout. C'est le système qui a fait que nous sommes en train de faire ces déclarations-là, qui sont justes. Quand on envoie un ACDPE dans un établissement, il prend 20 heures de tes 26 heures, même si tu as le CAPES et que lui, il est un cadre A3 par exemple, alors que le CAPESien AME, qui devrait être normalement cadre A1, on lui prend ses 26 heures, et dès lors, il devient chercheur ou chercheuse d'heures dans les établissements. Parce que s'il n'a pas les 26 heures,
il ne sera pas payé. Et donc, il y a ces différents détails-là qui ne font pas du tout du bien, n'est-ce pas, pour le système dans lequel nous sommes. Plus grave, la dernière fois, on avait participé aux journées pédagogiques. D'abord, je rappelle que nous n'avons droit à aucune prime liée à la fonction enseignante. Aucune. Les faits sont là, ce que je dis, ce sont des faits probants qu'on peut prouver, qu'on peut vérifier. Nous n'avons jamais reçu des primes. On sait qu'il y a des retards de paiement de certaines des primes ou l'application de certaines mesures ont parfois été signalées. À votre niveau, il n'y a pas de primes ou les primes sont en retard? Nous n'avons jamais... C'est vrai. Est-ce que vous appelez ce que nous recevons les salaires comme... Les salaires sont des primes. Mais c'est quand même des salaires. Oui, salaires qui ne sont pas à la hauteur de ce que les autres perçoivent. C'est salaires quand même. Au moins c'est salaires. D'accord. Mais il y a d'autres primes qui sont liées à la fonction enseignante. Mais depuis 2019, les aspirants n'ont jamais reçu ces primes. Jamais. Mais vous avez des représentants qui échangent avec le gouvernement, avec les autorités. Est-ce qu'entre-temps, vous avez porté juste cette doléance-là de sorte à savoir réellement ce qu'il en est? Est-ce que ces primes ne seront pas payées ou elles sont juste en retard? Nous avons mené toutes ces démarches. Oui. Et de 2019 jusqu'à ce jour, on n'a jamais reçu ça. Eh bien, on se demande, par moment, on se demande si les choses évoluent comme ça. Nous nous demandons, mais qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? Parce que parfois, ça sort de l'ordinaire. Nous n'arrivons pas à justifier cela. Et donc, malgré toutes les démarches, le gouvernement semble ne pas nous écouter sur ces détails-là. Or, nous sommes partis de loin. Et effectivement, j'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a eu des avancées. Oui. Mais il y a des détails qui échappent. Et le gouvernement, en ignorant, peut-être c'est fait par ignorance, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment je vais l'interpréter, parce que nous l'avons tout le temps évoqué. D'accord. En ignorant cela, je pense que le gouvernement viole d'abord les tests et en même temps la Constitution, en son article 19. Ce n'est pas du tout bien parce que si nous demandons aujourd'hui à nos directeurs départementaux les tests qui prouvent que nous devons avoir 26 heures, mais ils sont incapables de nous les montrer. C'est un exemple que je vous donne. Oui. Dans le même temps que vous décriez les 26 heures qui sont a priori que vous trouvez parfois déshumanisantes, oui. Vous faites travailler comme vous ne devriez pas. Dans le même temps, quand les heures vous sont arrachées et sont envoyées aux ACDPE, oui. Vous trouvez que c'est encore illégal. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous savez, comment faire si on n'a pas d'autres possibilités? En fait, ce que nous sommes en train de dénoncer, oui. C'est que nous aussi, nous sommes des enseignants. Mais nous, on ne veut pas reconnaître que nous sommes des enseignants. Et normalement, quand on nous envoie quelque part ici, nous prenons nos emplois du temps. S'il y a plus d'heures à un ACDPE, par exemple, normalement, c'est à lui, on devrait le muter dans un autre établissement. Ce qui ne se fait pas. Et c'est comme si nos collègues... Est-ce que ce n'est pas un problème de maillage du territoire national? Parce que muter, vous savez que ça répond à certains critères. Il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'enseignants dans des lieux bien précis pour pouvoir contenir, pour pouvoir faire le maillage du territoire national comme cela se doit. Est-ce que tout cela ne relève pas simplement d'une dynamique assez élevée? Non. Je trouve que c'est la conséquence des 26 heures. Parce que si on avait les 20 heures de cours, si tous les AME dans un établissement avaient les 20 heures de cours, et même si on enverrait, n'est-ce pas, un ACDPE dans cet établissement, il pourrait avoir 16 heures, les 6 heures de plus là que nous gérons, c'est ça qui fait qu'il y a ces disparités-là. Et plus grave, je n'ai pas fini s'il vous plaît. Ce désordre, c'est un désordre, nous appelons un désordre. Ce désordre fait que même aujourd'hui, Éduc Master est là. Est-ce qu'on parlera de désordre ou d'irrégularité? Bon, ces irrégularités font que même parmi nos aspirants, il y a des gens, c'est vrai, après avoir distribué les 26 heures, vers la fin, il y en a qui n'ont pas totalement les 26 heures, ils ont 20 heures de cours, mais ils reçoivent leur salaire. Alors que d'autres sont à 26 heures avec le même diplôme et qui reçoivent le même salaire. Il y a des disparités, il y a des irrégularités qu'il faut corriger. Il y a des problèmes, vous avez évoqué des problèmes d'heures, vous avez évoqué également des problèmes de primes. Quels sont les autres problèmes, les autres difficultés que rencontrent aujourd'hui les enseignants préinsérés? Alors, la plus grande difficulté, c'est la non-valorisation du métier.
Qu'est-ce que vous appelez, qu'est-ce que vous entendez par non-valorisation du métier? Vous êtes enseignant, a priori, vous avez des salaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Et pourquoi vous parlez de non-valorisation du métier? Très bien. Vous allez constater que nous avons commencé, pour les plus anciens comme moi, nous avons commencé depuis 2019. Mais on a l'impression qu'on n'a pas un avenir professionnel. Qu'est-ce que vous fait penser cela? Oui, bien, depuis 2023, si j'ai bonne mémoire, on nous avait dit, après 3 ans, qu'on allait nous reverser dans la fonction publique. Malheureusement, ce n'est pas fait. Si bien que les apprenants que nous avons gardés, il y en a aujourd'hui qui sont désormais bacheliers, qui ont fini les études universitaires et qui ont déjà des numéros matricules à la fonction publique parce qu'ils ont, entre-temps, passé un concours pour entrer dans d'autres corps. Je voudrais, par exemple, nommer la médecine et autres là. Et plus encore, il y a encore parmi nos élèves qui sont revenus encore constater que nous sommes toujours enseignants et nous ne bougeons pas. Et les choses sont là. Et malgré cette promesse de nous reverser dans la fonction publique depuis 2023, si on avait fait il y a 3 ans, aujourd'hui, cette promesse est restée toujours promesse. Ouais. Nous avons suivi le porte-parole du gouvernement dans sa conférence de presse animée ce vendredi et le vendredi dernier. Et un journaliste lui a posé la question de savoir où est-ce que le gouvernement en est par rapport justement au reversement de 2025 qui a été promis, un reversement qui a été promis en 2025, et il a bien précisé qu'on est toujours en 2025. Donc j'estime que là, on est encore en 2025. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est toujours en 2025 et que l'espoir est encore permis? Oui, c'est possible, mais nous, ce que nous endurons... Oui, ce que nous endurons, ça fait que, bon, on est impatient. Très impatient. Parce que si des concours ont été organisés dans d'autres domaines et que dans l'enseignement, on n'a pas de concours, alors que nous avions composé des tests, on a subi deux différentes épreuves. Oui. Une épreuve de culture générale et une épreuve de spécialité. Ça veut dire que nous sommes des enseignants confirmés. Et malgré tout ça, bon, on nous dit ça va venir. Et quand? C'est comme ça, on nous a dit depuis 2023 et aujourd'hui nous sommes en 2025. Et peut-être en 2026, on nous dira, bon, patientez, ça va venir. Pendant combien de temps nous allons rester dans cette incertitude? Oui. À court et à long terme, quelles sont alors les attentes prioritaires des enseignants AME vis-à-vis du gouvernement? Alors, comme vous le savez, déjà demain, c'est le 8, où nous sommes déjà dans la semaine de pré-rentrée. C'est ça. Où au collège, nous sommes appelés déjà à retirer nos emplois du temps. À court terme, ce que nous voulons, nous appelons le gouvernement, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, nous appelons le gouvernement à respecter, n'est-ce pas, les tests, à appliquer vraiment les tests de la République parce qu'ils ne peuvent pas nous apprendre autre chose et nous servir un autre exemple. L'arrêté 069, très tôt, déjà demain, constate à la sortie de cette émission que ce que je viens de dire a touché les cœurs et que l'arrêté 069 sera respecté et que désormais on ne parlera plus de 26 heures, de 25 heures, de 28 heures, ni et autres là. On sera désormais au quota horaire fixé par l'arrêté 069 signé le 27 novembre 2019 par un ministre de la République. Déjà, c'est ce que nous voulons. Alors, autre chose. Toujours à court terme ou à long terme? Parce qu'on sent que vous êtes impatient. Oui. Toujours à court terme ou à long terme? À court terme, toujours à court terme. Parce que, est-ce que je vais même dire à long terme? Tout ce que nous voulons, c'est à court terme. Parce que si nous acceptons à long terme, c'est comme si nous ne voulons pas, c'est que nous ne sommes pas vraiment impatients. À court terme, nous voulons le reversement. Parce que ce reversement, non seulement ça va sécuriser la carrière, mais aussi ça va régler tous ces petits détails très importants qui entachent, n'est-ce pas, cette merveilleuse réforme apportée par notre gouvernement. Parce que je ne vous l'ai pas dit. Entre-temps, c'était la vacation où on parcourait plusieurs établissements. Plusieurs établissements à la fois, oui. À la fois. Oui. Et donc, avec l'aspirana, tout au moins, le gouvernement a corrigé ces irrégularités-là. Parce qu'il suffisait seulement à un chef d'établissement de rompre votre contrat. Parce que peut-être vous n'avez pas répondu présent à une sollicitation et autres là. Et le gouvernement a vu que non, si on fonctionne comme ça, ce ne serait pas bien. C'est pourquoi l'aspirana est venue. Mais on nous avait promis qu'après 3 ans, on serait reversé. Et donc, depuis 2023, monsieur le ministre de l'économie et des finances nous avait dit que les AME seront reversés en 2023. Parce que pour avoir fait 3 ans déjà dans la fonction, ils sont aptes quand même à être reversés dans la fonction publique. Donc, ce que nous voulons, c'est que le reversement soit fait, que la notification du reversement soit donnée pour, n'est-ce pas,
faire plaisir à tout le monde et pour sauver notre carrière. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont déjà proches de la soixantaine. Et donc, pendant combien de temps ils vont bénéficier de ces avantages? Oui. Voilà. Un message à faire passer directement au ministre de l'économie et des finances. Vous avez parlé des primes tout à l'heure, vous avez parlé des heures, vous avez évoqué beaucoup de choses, et au chef de l'État, pourquoi pas, oui. Très bien. Nous avons un message à monsieur le ministre et au président, bien sûr. Merci d'abord de nous avoir donné cette occasion. Je vous en prie. Alors, monsieur le ministre de l'économie et des finances, nous voudrions d'abord vous remercier parce que nous savons combien il pèse dans cette affaire de reversement. Il nous défend, il ne ménage aucun effort avant de nous défendre. Il dit voilà, il faut prendre ces gens-là, même si beaucoup ne veulent pas comprendre qu'il fait quelque chose. Nous le savons et nos représentants nous informent, ils nous disent combien il pèse, combien il nous défend dans ce truc-là. Nous le remercions et nous lui demandons également de continuer toujours à nous remercier pour que d'ici, avant la reprise des classes le 15 prochain, que le reversement, la notification de reversement soit donnée et que la joie puisse gagner les foyers. À Monsieur le Président. Oui. Excellence Monsieur le Président de la République, nous voudrions, les armées du Bénin, par ma voix, voudrions vous dire que nous souhaitons sérieusement le reversement. De ne pas écouter ceux qui vous donnent, n'est-ce pas, qui peut-être vous donnent des conseils pour dire voilà, ils souffrent, ils ont peut-être faim, mais ils sont heureux. Non, nous ne sommes pas heureux. Il y a des détails qui vous échappent. J'ai parlé tout à l'heure de la violation de l'article 069. J'ai parlé également des primes qui ne sont pas payées. Et plus grave encore, il y a des banques, nous n'avons même pas une date fixe pour recevoir nos salaires. Et donc, pour corriger cela, nous voudrions vous prier, Monsieur le Président de la République, d'acter notre reversement. Parce qu'un enseignant reversé, c'est beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants ressuscités, beaucoup d'apprenants motivés, beaucoup de parents motivés également, beaucoup d'amis, beaucoup de proches motivés. Eh bien, reversez-nous pour que la joie puisse regagner les foyers. Un beau message de gratitude, mais qui finit toujours par des doléances. Est-ce que vous êtes prêt pour la rentrée 2025-2026 ? Oui, parce que la rentrée est déjà là, même si nous n'avons pas reçu les primes de rentrée pour préparer la rentrée, parce qu'il faut attendre le salaire de fin du mois de septembre pour pouvoir préparer les rentrées. Bon, malgré ça, on est là et on espère. Et sur le plan pédagogique, on s'apprête, mais sur le plan matériel, bon, nous peinons à nous préparer et nous envisageons, nous croyons, il n'est jamais trop tard pour faire le bien. Peut-être que demain ou bien dans la semaine, il y aura de bonnes nouvelles pour nous. On va dire, voilà, on va payer au moins les primes à ces enseignants-là pour pouvoir leur permettre de préparer la rentrée. On ne sait jamais. On sent qu'il y a une évolution sur ce plateau, de l'impatience, vous êtes passé à l'espérance, donc c'est déjà un pas. Merci à vous, Jérôme Gawa. Je rappelle que vous êtes le représentant du bureau départemental de la FENACEPIB, entendez, Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin. Bon dimanche à vous. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons à présent faire le point de l'actualité telle que relayée par les journaux. Voici la revue de presse hebdomadaire réalisée par Assiomo Kani. Assiomo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine a été marquée par la révélation du nom du candidat qui va porter les couleurs des partis soutenant les actions du gouvernement. Le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadayi. Les journaux en ont fait leur chou gras toute la semaine, à commencer par Décryptage Info qui estimait que c'est une décision stratégique longtemps tenue secrète mais désormais officielle. Depuis plusieurs mois, la question agitait la classe politique qui, pour prendre la relève du président bâtisseur, et Romuald Wadayi va pouvoir l'expérimenter, pointait la nation, qui poursuivait en ajoutant qu'il aura l'occasion d'en convaincre toute la jeunesse avec la succession à Patrice Talon qui s'ouvre en 2026 et pour laquelle il va porter les couleurs des partis les plus représentatifs
de l'échiquier politique national, comme il a expérimenté et porté d'ailleurs avec éloquence l'émergence économique du Bénin, pour laquelle il est l'un des acteurs clés aux côtés du président Patrice Talon. Bénin Intelligent notait que cette annonce, le dimanche 31 août 2025, par l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, marque un tournant historique dans la vie politique béninoise. Pour la première fois, un régime arrive au terme de son mandat sans implosion, non sans l'avoir frôlé, portant un candidat unique et validé par le président sortant Patrice Talon. Une transition démocratique exemplaire qui contraste avec les pratiques habituelles sur le continent, analysait le journal. Avec photo placardée en une de Fraternité, le journal titrait Wadaï, le cheval gagnant du bloc républicain. C'est le choix du bloc républicain pour la présidentielle de 2026. À travers un communiqué officiel, le parti a exposé les motivations de sa préférence portée sur le ministre de l'Économie et des Finances. Il précise par ailleurs ses priorités politiques et affiche son ambition de contribuer au développement local et national. Pour le confrère de la matinée, Romuald Wadaï incarne pour ses partisans le choix de la raison et de la continuité. En près de 10 années passées à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, il a su s'imposer comme l'un des artisans majeurs des réformes économiques et budgétaires menées sous Patrice Talon. Son expertise, reconnue sur la scène internationale, ses relations avec les institutions financières et sa capacité à conduire les grands chantiers structurants du gouvernement font de lui un profil rassurant pour les marchés comme pour les partenaires du Bénin. Du coup, les soutiens ont fusé de toutes parts, à l'instar de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui confiait, citation, « Je le félicite. Ceci pourra permettre de continuer le travail qu'a commencé Talon avec le nouveau ministre de l'Économie et des Finances qui a trouvé les ressources qui ont permis de moderniser le pays avec joie et encouragement. Et surtout, en dehors de Biotchané, il paraissait le plus qualifié pour continuer l'œuvre de Talon. » Fin de citation. À peine désigné, la nation indiquait que le ministre d'État Romuald Wadaï a entamé un véritable périple politique. Premier arrêt, le siège national du bloc républicain à Cotonou, le mardi 2 septembre. Il mettra ensuite le cap sur l'UPR avant de poursuivre sa tournée auprès des autres partis de la mouvance, notamment Moël Bénin, une démarche qui le place désormais dans l'étoffe d'un présidentiable en quête d'élargissement de son ancrage politique. Avec ce premier geste symbolique, faisait observer Fraternité, Romuald Wadaï entre de plein pied dans l'arène politique. Sa visite au siège du Cheval Cabré marque un signal fort de la mouvance présidentielle qui entend préserver et prolonger les réformes de l'actuel chef de l'État. Les prochaines étapes s'annoncent décisives dans la construction d'une candidature fédératrice en quête de légitimité populaire pour l'échéance de 2026. L'analyse de Bénin Intelligent l'a mené alors à écrire qu'en plaçant ses premiers pas politiques sous le signe de l'unité et de la continuité, le candidat de la mouvance s'engage dans une série de rencontres qui devraient progressivement l'installer au cœur de la bataille présidentielle de 2026. Et dans la dynamique de la bonne tenue des élections générales, le matinal renseignait que la délivrance des formulaires de parrainage aux députés et maires pour la présidentielle de 2026 au Bénin a démarré. Députés et maires font le défilé depuis le mardi 2 septembre 2025 au siège de la Commission électorale nationale autonome. Objectif, s'approprier le précieux sésame afin de pouvoir parrainer leurs candidats pour la présidentielle d'avril 2026. Cette étape, inscrite dans le calendrier électoral, constitue un moment clé du processus de désignation des candidats. Dans le secteur de la santé et pour son financement, les actions menées par le gouvernement ne resteront pas sans suite ni un suivi régulier, écrivait La Nation, qui indiquait que le plan national de développement sanitaire validé en Conseil des ministres énumère ses actions et détermine
la vision devant gouverner le secteur pendant les 5 prochaines années. Il faudra mobiliser et dépenser la somme de 996 milliards 391 637 000 francs CFA pour mettre en œuvre le plan national de développement sanitaire. C'est ce qu'a fait comprendre le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 3 septembre. Ce document de planification stratégique a été adopté au cours des mêmes assises, indiquant ainsi clairement la vision qui gouverne le secteur, de même que les actions à mener sur la période 2026-2030. Autre actualité de la semaine à laquelle s'est intéressé le journal Fraternité, c'est qu'après 2 mois de sensibilisation sur toute l'étendue du territoire, l'Agence nationale des transports terrestres va passer à l'action en collaboration avec la police républicaine, le Centre national de la sécurité routière et avec l'appui du Comité national de facilitation. Elle mènera la répression contre les surcharges et hors gabarit. Cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité des efforts visant à mettre fin au phénomène du chargement hors gabarit et de la surcharge, pratiques qui compromettent la sécurité routière et accélèrent la dégradation des infrastructures. Ainsi, depuis quelques jours, plusieurs véhicules en infraction ont été interceptés et verbalisés. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi. La mouvance présidentielle a désigné ce dimanche 31 août 2025 à l'issue d'une réunion avec le chef de l'État, Romuald Wadayi, comme son candidat pour l'élection présidentielle de 2026. Ce choix suscite admiration et enthousiasme sur les réseaux sociaux. Dans un extrait vidéo, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, félicite ce choix. Pour lui, le choix pourra permettre de continuer le travail qu'a commencé Patrice Talon avec le nouveau ministre de l'économie et des finances qui a trouvé les ressources ayant permis de moderniser le pays. Avec joie et encouragement et surtout en dehors de Biochane, il paraissait le plus qualifié pour poursuivre l'œuvre de Talon, a fait savoir l'ancien président de la République du Bénin. Le président de l'UP Le Renouveau a réagi à la désignation du ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération comme candidat. Il a présenté comme le candidat de l'UP Le Renouveau la majorité présidentielle. Il invite les Béninois à mouiller le maillot pour préserver les acquis et rendre irréversible le développement. Dans une lettre datée du 2 septembre 2025, le député de l'opposition à l'Assemblée nationale, Léon Basila Rossi, a exprimé son enthousiasme et sa satisfaction suite à l'annonce de la candidature de Romuald Wadayi à l'élection présidentielle. Le parlementaire a officialisé son soutien à l'actuel ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Dans la foulée, le maire de la ville de Cotonou, dans une publication sur Facebook, adresse ses plus sincères félicitations à Romuald Wadayi, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, affirmant qu'il est son candidat et le candidat de leur famille politique à l'élection présidentielle de 2026. Il en appelle à un large rassemblement autour de la candidature de ce serviteur de la nation, reconnu pour sa compétence, son expérience et son énergie pour la cause du développement du pays. Création de Rachid Badamasi. Selon lui, la candidature du technocrate transcende tous les clivages politiques. Il incarne l'unité nationale. Il a présenté comme un homme au parcours académique d'excellence et à la parfaite connaissance des enjeux politiques, économiques et sociaux, estimant que son profil fait de l'homme le candidat idéal pour rassembler la nation. Pour l'artiste chanteuse togolaise Almok, en soutenant le choix du ministre comme candidat à sa succession, le chef de l'État fait un choix audacieux, réfléchi et profondément tourné vers l'avenir. C'est là le geste d'un homme d'État soucieux de transmettre le flambeau à une génération compétente, intègre et pleinement engagée pour le développement de la nation.
L'autre sujet qui a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux cette semaine est celle relative à une vidéo dans laquelle le président du Conseil économique et social, Conrad Gbagidi, déclare ceci. C'est fini désormais au Bénin. Il ne sera plus possible de frapper une femme parce qu'elle est allée simplement voir au dehors. Le CES va passer dans tous les départements du Bénin pour qu'on en parle. Cette déclaration suscite de vives réactions sur le cyberespace. Les réactions sont diverses dans les rangs des internautes. Ce message n'est pas un appel à encourager l'infidélité. Personne ne dit que voir dehors est acceptable. Frapper une femme n'a jamais été une valeur africaine. Dans nos traditions, la femme est une gardienne de la vie, de la famille et de la continuité du clan. Et lever la main sur elle, c'est trahir notre identité et détruire le socle de nos valeurs, selon Myriam Kapouchichi. L'affirmation peut être comprise de plusieurs façons selon le contexte, la sensibilité de celui qui l'entend et les réalités sociales au Bénin. Le Conseil économique et social mènerait une campagne de sensibilisation pour faire comprendre qu'aucune violence conjugale n'est tolérable ni justifiable. Il est bon de protéger la femme dans toutes ses dimensions, mais protéger jusqu'à bafouer l'éthique conjugale qui rime avec les valeurs africaines ne devrait pas être tolérable. Les femmes méritent d'être protégées, pense ce Facebooker. Au Bénin, aucune raison, quelles que soient les circonstances, les raisons ou les torts, ne justifie qu'un homme porte la main sur une femme. Pire, sa femme. La violence, c'est un délit. L'affirmation peut être comprise comme une victoire pour les droits des femmes. La société reconnaît enfin que leur corps et leur dignité ne peuvent plus être exposés à la brutalité masculine, même dans un contexte de conflit conjugal. C'est une manière de dire que le Bénin se modernise dans la lutte contre les violences basées sur le genre, a écrit ce Facebooker. Votre émission de divertissement démarre désormais. Sachez que nous allons prendre ensemble ce rendez-vous mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h sur les antennes de Canal 3 Bénin, mi-journée. Et puis nous allons nous amuser, histoire de commencer la deuxième partie de la journée en pleine beauté. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Le doyen Jean-Louis Azé. Bonjour à toute l'équipe de production et de diffusion. Et merci et bonjour à vos millions de téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Alors, Naye Podito, aujourd'hui pour vous, quand on parle de culture, c'est quoi? C'est l'essence qui aide à se connecter aux sphères que nous ne voyons pas. Simplement que c'est mon bandito. Si vous êtes d'accord de vous faire appeler bandito, petit bandit, c'est bon? C'est mon voyou trop. Quand vous entendez Ablabi chanter, quand elle fait de la capella, je lui dis souvent, mais on a fait de la chorale. Pourquoi tu ne sors pas quelque chose, un opus? Pourquoi tu chantes pas? Elle dit non, Dada, je vais attendre un peu. Ça casse. Et d'un coup je me casse. On se donne rendez-vous mercredi prochain avec beaucoup de chaleur. Portez-vous bien, au revoir. Retour en plateau avec notre invité média. Bonsoir Arnaud Dumaou. Bonsoir, c'est Rami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, le candidat choisi pour représenter la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026 fait le tour des états-majors des différents partis politiques qui soutiennent l'action du président Patrice Talon. D'abord, est-ce que vous vous attendiez à ce choix?
Bon, je dois d'abord dire quand même que on n'est pas étonné de ce choix à partir du moment où le nom du ministre Romuald Wadagna a circulé. Mais il avait dit non, il avait dit qu'il n'est candidat à rien. Voilà, un peu comme celui du professeur Joseph Benou. Donc, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris de ce choix-là. C'est vrai qu'il a dit non. Il ne s'est pas encore prononcé depuis qu'il a été désigné candidat. Étant donné qu'il fait déjà le tour, ça veut dire que le nom a entre-temps changé et qu'il a répondu à l'appel des militants. Je crois comme cela se dit généralement dans les appels politiques. Mais plus je dirais, pour faire une analyse un peu plus pointue sur la question, c'est d'abord comment le choix de Romuald Wadagna a été opéré. Ouais. Est-ce qu'on doit parler de choix consensuel, parce que c'est le mot qui est utilisé depuis un certain moment. Est-ce que c'est choix consensuel ou consensuellement imposé? Je ne dirais pas consensuellement imposé, mais je dirais d'abord que ce que nous déplorons depuis, en tout cas depuis la mise en œuvre de la réforme sympathisant, je crois que nous l'avons abordé sur ce même plateau, c'est la question des primaires. Une sorte de démocratie au sein des partis politiques qui montre une adhésion. Ce n'est pas qu'au bout du rouleau, qu'au finish, on dit voilà le candidat et que tout le monde commence par applaudir. Parce qu'au même moment, lorsque certains applaudissent, certains ne veulent pas forcément applaudir, mais ils font dans l'hypocrisie et ils applaudissent comme tout le monde. Et donc, ils ne portent pas forcément le candidat. Mais une chose est sûre, lorsque vous avez des partis comme le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, ils ont quand même beaucoup de militants, ils ont quand même beaucoup d'élus. Et donc, c'est normal que, d'ores et déjà, qu'on puisse sentir quand même une certaine ferveur autour de la candidate désignée des deux partis politiques. Toutefois, on aurait pu espérer qu'il y ait une sorte de démocratie au sein des formations politiques qui aboutisse véritablement au choix de candidats. Et là, on pourrait simplement dire que voilà... Qu'est-ce que vous fait penser qu'il n'y a pas eu de choix démocratique? Non, mais vous savez que ce n'est pas des choses qui se cachent. Quand vous jetez un coup d'œil du côté des États-Unis, ce ne sont pas des primaires démocrates. On ne devient pas candidat. Mais chaque pays est libre d'acter sa démocratie, de pratiquer sa démocratie comme bon lui semble. On ne pratique pas la démocratie dans l'obscurité. Je crois que si nous sommes... Qu'est-ce que vous mettez dans l'obscurité? Si nous sommes en matière de démocratie, il faut qu'il y ait un mot souvent qui revient à la transparence. Et donc, il faut qu'on puisse savoir, que l'opinion puisse savoir qu'à tel niveau, au niveau par exemple de l'Union progressiste, le Renouveau, il y a tel nombre de candidatures et qu'à tel niveau, il y a eu un filtrage, peut-être, je ne sais pas si c'est fait, ils verront après le mécanisme, peut-être après 2026, on doit pouvoir s'attendre à ça après 2026. Aujourd'hui, c'est déjà fait. On n'a entendu aucun président de notre parti dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ce choix, a priori. Donc ça veut dire que c'est toujours dans la transparence. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'à des niveaux de responsabilité. Vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Prenez le cas des communes. Vous avez vu, au niveau des communes, par exemple, à un moment donné, on faisait des élections. On élisait les maires. Et après, les partis ont dit, mais non, on est reparti à l'Assemblée nationale. On est allé voter une loi qui, en tout cas modificative, qui permet désormais aux partis de désigner juste le maire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des élus, au niveau de ces communes-là, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le choix du parti, mais quand même qui ont applaudi, bon voilà, on fait avec. Après, ils ont commencé par mettre des bâtons dans les roues de ce maire-là. Ils ont vu récemment, il y a eu un exemple qui a circulé, le cas par exemple, le cas comme de Tofor. Vous avez vécu cela. Ainsi de suite, un peu partout sur l'ancien territoire national. Vous voyez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Dès lors qu'on n'a pas au niveau, on n'a pas pu faire un arbitrage à un certain niveau, c'est pas de démocratie, à un certain niveau, c'est pas à un certain niveau, soit au niveau départemental, au niveau de circonscription, il y en a qui vont applaudir. Et pendant la campagne électorale, ou lors de la mobilisation autour de ce candidat-là, ils ne feront pas la mobilisation. Ils vont essayer de mettre les bâtons dans les roues de ceux qui seront en train de travailler pour la cause du même candidat. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons déjà cet exemple, nous avons déjà vécu cela. Et vous voyez, au-delà de ça, vous avez vécu, pour le cas également de l'ancien président Boni Yayi, avec le choix imposé de Lionel Zinsou, vous avez constaté que pendant qu'il y avait une certaine ferveur autour de la candidature de Lionel Zinsou, pendant ce temps, il y a d'autres quand même qui démobilisaient et qui estimaient qu'ils avaient quand même leur choix de cœur était quand même le choix de
du candidat Patrice Talon. C'est ça que nous disons, c'est pour dire que c'est vrai que le candidat est déjà désigné, mais il faut qu'à l'après 2026, que les partis politiques puissent réfléchir à fond pour trouver quel mécanisme mettre en place, de sorte que lorsque finalement nous avons le candidat, il ne peut jamais avoir une unanimité, c'est une évidence, mais qu'on soit sûr au fait, du fait que ce candidat a pu traverser quand même les certains niveaux. On définit le profil déjà, ça permet d'éliminer un certain nombre d'ambitions. Ouais. On dit, voilà le profil du candidat que nous pensons pour la présidentielle à venir, ou bien pour la législative à venir. Et à partir de ce moment-là, forcément, il y aura quand même certains qui ne pourront pas postuler. Et dès lors que certains remplissent les critères, on peut aller quand même à un certain niveau d'arbitrage pour que ces candidats-là soient portés, en tout cas, qu'on s'assure de ce que c'est la grande masse quand même pour qu'ils portent ce candidat-là. Aujourd'hui, c'est vrai que vous parlez de transition, mais aujourd'hui, quel est-tu faites-vous de cette journée de Romuald Ouadani à travers les états-majors des différents partis politiques de la mouvance présidentielle? Mais d'abord, il faut d'abord dire que pour le camp de la mouvance, le choix de Romuald Ouadani est un bon choix en termes de profil, en termes de continuité, si nous rentrons dans la logique du régime en place, parce que vous savez, ça va de soi. Sous Boni Yahi, vous avez entendu, on nous parlait de après nous c'est nous, parce qu'on veut aller dans la continuité. Aujourd'hui, c'est pas nouveau également, on veut parler de la continuité, on veut aller dans le sens de la continuité. Et lorsque vous avez un profil comme celui de Romuald Ouadani, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas un bon profil. Et qui occupe d'ailleurs le portefeuille du ministère de l'économie et des finances, et tout, comme on le dit, tout tourne autour de l'argent en matière de gouvernance, que ce soit au plan social, au plan économique, au plan politique. Vous avez besoin de l'argent, et donc quelqu'un qui est resté à ce portefeuille-là une dizaine d'années a quand même connaissance de grands dossiers, il connaît les sentiers, il connaît ce qui a été fait depuis l'avènement du Patrice Talon. Donc on ne peut pas contester ce choix-là, sauf que au-delà de cette qualité, on peut dire, de technocrate de Romuald Ouadani, on va espérer que cette fois-ci qu'il parvienne à descendre dans l'arène. Et c'est ce qu'il commence d'abord par faire. Il commence par aller à la rencontre des états-majors des partis politiques. Et je crois que ce n'est pas suffisant, ce n'est qu'un début, parce qu'il faut véritablement que Romuald Ouadani puisse quitter l'ombre de Patrice Talon. On ne va pas avoir dans Romuald Ouadani un Patrice Talon 3. C'est vrai qu'il y a une continuité, pas procuration. Oui. Donc il faut que Romuald Ouadani prenne sa marque, qu'il se distingue dans l'opinion et qu'on puisse véritablement le voir sur le terrain politique. Je crois que c'est un défi qu'il commence déjà par faire le tour des états-majors. Je vais le voir également faire le tour des états-majors des partis d'opposition. Oui, c'est de ça qu'il s'agit, de 2026. C'est carrément la fin d'un cycle. Et il faut que le président de 2026 puisse être rassembleur. Et peut-être qu'en ce sens, on peut dire que Romuald Ouadani part avec l'avantage de ne pas être profondément politique et que dans ce... Rassembler tous les bords politiques, toutes les obédiences politiques. Voilà, c'est vrai qu'il y a aussi... Mais on sait aussi qu'une élection de surcroît présidentielle n'est jamais acquise, surtout quand l'opposition est farouche. Quelles sont les chances de ce candidat choisi par la mouvance? Non, mais il faut d'abord reconnaître que si déjà, au sein de la mouvance, on ne fait pas dans de l'hypocrisie populaire, oui, et qu'on arrive véritablement à rassembler. Et c'est pour ça que je trouve opportun le fait qu'il aille d'abord au niveau de l'état-major des partis politiques de la mouvance. Oui. Parce que d'abord, il faut pouvoir véritablement être... rallié à sa cause. Sa propre famille politique, ouais, avant d'aller vers d'autres. Parce que forcément, au sein des partis de la mouvance, on ne peut pas dire que, au fond, tout le monde est content de ce choix. Ce serait quand même de ne pas être raisonnable, de ne pas faire dans la sincérité, dans la vérité, puisque aucun candidat ne fera jamais unanimité, quoi qu'en soit la chapelle politique. Donc, c'est une évidence que Romuald Ouadani ne peut pas faire l'unanimité au sein du BR, au sein de l'EP, mais déjà, il faut déjà qu'il parvienne au sein de ces familles politiques qui sont, a priori, acquises à sa cause, rassemblées, et ensuite aller au-delà. Vous voyez, donc c'est de ça que c'est un défi majeur. Je crois que c'est déjà il s'y est préparé, hein, de mon point de vue, parce qu'il avait l'ambition, il nourrissait l'ambition, même s'il disait publiquement non, je ne vais pas un secrétaire, rien, mais de vous à moi,
qui va refuser il a simplement attendu le mot d'ordre général. Et justement, nous abordons le deuxième sujet de notre entretien. On sait aujourd'hui que la mouvance a déjà son candidat, mais l'opposition n'a toujours pas encore choisi son candidat. Nous avons vu la FCBE de Paul Rompé, qui se réclamait de l'opposition, désormais semble changer de couleur, semble vibrer maintenant aux couleurs de la mouvance. Les démocrates, quant à eux, ont du mal à choisir un candidat en leur sein. Comment entrevoyez-vous la candidature de l'opposition? Moi, je crois que c'est pas, au fond, c'est pas si difficile. C'est pas si difficile parce que au niveau de l'opposition, ce n'est pas une question d'homme d'abord, mais c'est une question d'offre politique. Est-ce que, puisque nous avons combattu, pas les hommes, nous n'avons pas, de mon point de vue, nous n'avons pas combattu, si nous sommes de l'opposition, je doute fort que tout ce qui a été déployé par l'opposition soit contre la personne institut de parti Salon. Ce n'est pas possible. Je crois que c'est par rapport à la politique déployée depuis 2016. Et si nous sommes dans ce postulat-là, nous pensons que voilà, nous avons une autre offre politique et nous pensons que nous pouvons donc rallier à notre cause, la population. Le choix d'un candidat ne peut pas être aussi difficile que cela. Parce que nous avons dit, voilà ce que la politique mise en œuvre depuis 2016, nous ne sommes pas d'accord avec cette politique-là. Et non, nous ne sommes pas d'accord avec la personne qui dirige cette politique. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette politique-là. Nous pensons par exemple qu'en matière d'éducation, voilà nos propositions. En matière de santé, voilà ce que nous vous proposons. Et c'est de ça qu'il s'agit pour qu'on puisse faire des débats sérieux sur les candidatures à nos fonctions telles que la présidentielle. Parce que les querelles de personnes, je crois que nous sommes véritablement fatigués de ces querelles de personnes. Donc, si nous sommes dans cette dynamique-là, si l'opposition est dans cette dynamique et que ce n'est pas un combat de personnes et que c'est un combat pour le mieux-être, pour une meilleure gouvernance, pour le bien-être des Béninois, je pense que nous déclinons, voilà le candidat que nous offrons et voilà l'offre politique. Et les Béninois vont choisir. Ils vont choisir entre ce qu'ils ont vécu juste là et ce qui vient avec cette offre politique-là. Parlons justement de l'opposition. Nous avons vu les députés du groupe parlementaire, les démocrates, qui sont allés retirer leur formulaire de parrainage à la Sénat. Ils sont allés ensemble dans un minibus. Ils sont, selon vous, est-ce le signe d'une cohésion de groupe ou plutôt des dispositions stratégiques qui frisent la méfiance? Moi, je crois que je l'ai vécu, j'étais à la Sénat. Je crois que j'étais à la Sénat et puis nous avons été d'ailleurs surpris de voir l'entrée de ce bus-là avec les militaires derrière qui venaient. Puis ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, on découvre que c'est l'ensemble des députés LD qui avaient fait l'éruption à la Sénat. Je pense que peut-être que c'est pour montrer à l'opinion qu'ils sont toujours quand même unis. N'empêche que dans ce même groupe-là, vous avez vu quand même l'honorable Arossi choisir son candidat. Il n'a même pas attendu la déclaration du parti, le choix du parti, avant déjà de choisir son candidat. Et pourtant, ils étaient venus ensemble dans un même bus. Donc, la question n'est pas d'être dans un même bus ensemble. On peut être dans un même bus ou dans un même train, mais peut ne pas porter Est-ce que le fait d'appartenir au parti de l'opposition l'empêche d'apprécier le candidat de la mouvance? Non, pas l'empêche d'apprécier le candidat de la mouvance, mais de dire c'est son choix, c'est son président, c'est son candidat. C'est totalement différent. Et non seulement il dit qu'il avait une admiration silencieuse, ce qui est totalement grave. Parce que vous savez que lorsque vous appréciez la gouvernance, faites dans la vérité. Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'opposition que nous allons dire tout est mauvais. Nous allons peindre tout en noir. Et après, l'un des maillons forts de ce système est candidat. Et nous venons déclarer dans une correspondance que c'est une admiration silencieuse. C'est extrêmement grave pour la qualité de ce homme politique. Est-ce que cela ne répond pas à ce que vous venez de dire? Ce n'est pas la personne qui est importante, mais le système. On combat un système, on réfute un système, on décrit un système, mais pas la personne. Oui, mais justement, il apprécie la gouvernance. Il apprécie ce qui est mis en œuvre en termes de politique économique depuis 2016. Il estime que Romuald Wardini il fait très bien. Et donc, c'est contradictoire de pouvoir alors faire des déclarations contraires sous le manteau des démocrates. Et après de dire maintenant que c'était une admiration silencieuse. C'était comme s'il était obligé. Il était obligé de ne pas reconnaître les efforts du gouvernement en place depuis 2016 et qu'on finisse à la veille des prochaines élections, il déclare que ce que j'ai fait, la nuance que j'ai fait, on peut apprécier le candidat de la mouvance. Mais venir dire qu'on avait une admiration silencieuse
pour la gouvernance en place. Parce qu'une admiration silencieuse pour Romuald Wadani, ce n'est pas la personne de Romuald Wadani. C'est une admiration silencieuse pour la gouvernance des partis salons depuis 2016. Et donc alors, pourquoi alors rester sous le manteau des démocrates et aller contre, faire des déclarations contre. Mais je ne vais pas c'est une parenthèse que vous avez ouverte qu'on pourrait, si vous voulez bien, qu'on puisse fermer, parce que c'est ça. C'est vrai qu'on a aussi récemment suivi la conférence de presse du Parti Les Démocrates. Il dénonce et fustige des jeux de coulisses en prélude aux élections de 2026. Nous sommes quand même en politique et ces coups bas sont autant vieux que le monde, je crois, non? Oui, évidemment que ces coups bas sont autant vieux que le monde, mais vous savez, c'est de la stratégie de la communication. Vous savez qu'ils savent que en matière politique, d'ailleurs, c'est pour cela que nous parlons de la géopolitique. Ouais. En matière politique, personne ne se fait des cadeaux. Personne ne se fait des cadeaux. Donc, ils sont... Je doute fort qu'ils n'en soient pas véritablement conscients. Mais on essaie quand même, au vu de l'opinion, de se victimiser et de montrer que voilà, que ça ne va pas. Et pour quand même, ça permet de maintenir la fièvre au niveau peut-être de certains militants, de montrer que voilà, nous sommes victimes du système, voilà, venez à notre secours. Bon, je crois que c'est de la stratégie politique. Mais ce que j'allais peut-être ajouter, l'opposition n'a pas quand même, je le disais, ne devrait pas avoir une grosse difficulté à choisir son candidat. Prenez le cas de concertation de l'opposition, par exemple. Vous avez dans ce cas de concertation, vous avez Apollinaire Avoyon, le président de l'NFN aujourd'hui, qui rallie à certains mouvements à sa cause pour parler de la troisième voie. Mais vous avez qui est jeune, qui est un cadre méritant, et qui est jeune, et donc, et qui est d'ailleurs du Mono-Koufo, si nous voulons faire dans le Mono-Koufo, un peu comme nous avons fait pour l'hymne national le 1er août, qui est d'ailleurs du Mono-Koufo. Donc je crois que si, au niveau du cadre de concertation de l'opposition, on arrive à s'entendre, et que chacun essaie de ravaler un peu ses égos, et de voir les profils par rapport au Joker, qui est de taille, qui est en face, qui est quand même de taille, parce que Romuald Wadani n'est pas seul. Quand on parle aujourd'hui de ministre Romuald Wadani, c'est une grosse machine derrière. Et derrière cette grande machine, vous avez quand même le maestro, le président Patrice Talon. Et donc, devant une telle candidature, il faut quand même se concerter et revoir. Et travailler en synergie d'action. Oui, donc, au-delà de cette stratégie de victimisation, il faut quand même qu'on puisse aller s'asseoir pour discuter. Je suis bien curieux de connaître votre candidat pour l'opposition, votre coup de cœur. Ah bon? Non, juste votre... Je ne vous le dirai pas sur ce plateau. Bon, d'accord. Troisième sujet pour vous, la sécurité routière. Un mot très rapidement sur la lutte contre les chargements hors gabarit, devenu un combat de priorité pour l'ANATT et le Centre national de sécurité routière. Je crois que c'est important. C'est important parce que, en ce sens, vous avez vu ces derniers mois, beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. Bon, c'est un pas d'un cycle que ça vient, ça va, mais il faut quand même prévenir. Il faut faire dans la prévention. Il ne faut pas qu'on attende que le pire arrive pour se plaindre. Donc je crois que c'est un combat à saluer. Je ne dirais pas plus, mais d'ailleurs qu'on continue également les campagnes de sensibilisation à l'endroit des usagers. Parce qu'une vie, c'est une vie. Une vie, c'est une vie. Je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour préserver les vies, sauver des vies. Merci bien. Merci à vous Arnaud Doumaron, bon dimanche à vous. Merci, pareil. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires. On se retrouve dans un instant pour la page culture de cette émission. L'invité, l'artiste de la semaine est déjà là. Nous allons la recevoir dans un instant. Vous avez toujours fait attention aux détails. Pour vous, la qualité ne se négocie pas quand il s'agit de votre bien-être. Leader Pressing, votre partenaire de tous les jours, toujours aux petits soins pour maintenir vos habits au top niveau. De nouvelles machines pour plus de rapidité, quel que soit le volume. De nouvelles boutiques pour être plus proche de vous. Leader Pressing, l'efficacité à un prix imbattable.
Mesdames et messieurs, préparez-vous à être captivés par une voix qui a trouvé son chemin dès l'âge de 7 ans. Née à Cotonou, Muriel Gomez, plus connue sous le nom de scène Semiel, est l'héritière d'un talent familial, fille d'un maître de chœur et d'une choriste. Elle a transformé cet héritage en une passion indomptable. De choriste à chef de chœur, de pianiste à animatrice d'événements, son amour pour la musique est une flamme qui ne peut s'éteindre de sitôt. Sa voix a sublimé les scènes aux côtés de géants de la musique nationale et internationale comme Fanico, Anateco et Manu Gallo pour ne citer que cela. En 2023, elle a franchi un nouveau cap en se révélant au grand public avec son premier single, Vancan, marquant le début d'une carrière solo prometteuse. Aujourd'hui, avec des titres comme Dokbo et Doumiel, elle nous emporte dans son univers musical à la fois doux et puissant. Son ambition est claire, conquérir la scène internationale et faire rayonner la musique béninoise. Accueillons chaleureusement l'artiste, la compositrice, la voix de Miel, Semiel. Semiel. J'errais toute seule dans ce monde, le cœur me trie. Je cherchais l'amour qui partagerait mes rêves. Comme un ouragan est entré dans ma vie, a bouleversé mon cœur, si gâté. Mes amis me disaient, celui-là n'a rien à offrir. Et voilà, c'est doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 et plus que le miel. C'est doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 et plus que le miel. Je me sens spécial auprès de lui. Nul ne peut expliquer l'amour. La poubelle d'un autre, peut-être le trésor d'un autre coup de foudre devenu amour. J'ai goûté et validé. Je suis accro avec lui. Je dis que c'est doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 et plus que le miel. Doux, 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 Miel pour présenter Semiel. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec grand plaisir. C'est tout un plaisir de vous recevoir. Justement, je veux poser la toute première question et certainement que vous vous attendiez à cette question. Pourquoi ce nom d'artiste Semiel? Alors Semiel, d'abord c'est tiré de mes deux prénoms, Candide et Muriel. C'est pour dire Candide et M Muriel. On a juste supprimé quelques lettres de Muriel et ça a donné le miel. Et c'était aussi une manière de dire que je viens, mais avec la douceur. Le miel, c'est la douceur et l'harmonie. Donc, c'est miel pour dire c'est du miel. C'est du miel, c'est miel, Voilà. c'est du miel. Votre parcours est fascinant. Vous avez baigné dans la musique depuis votre tendre enfance. Pouvez-vous nous dire comment cette immersion familiale a façonné l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui? Bah, d'aussi loin que je me souvienne, à la maison, tout le temps, c'était la musique.
un peu partout, à la cuisine, à la douche, au salon. Papa choriste, maman choriste, les parents, papa fondateur de chorale. Tout le temps. Ouais. Tantôt c'était la voix, tantôt c'était les percussions, tantôt c'était le piano, même mes oncles et mes tantes. J'ai grandi dedans. Donc je n'ai pas choisi la musique par hasard. Je suis née dans la musique. Déjà c'est en allant vers la musique que ma mère a rencontré mon père, si je peux me permettre cela. Et c'est dans la chorale que je suis née. J'ai commencé la chorale à l'âge de 7 ans, mais avant ça, j'accompagnais déjà ma mère à la chorale. Donc, j'ai aimé la musique depuis le ventre de ma mère, si je peux le dire comme ça. Alors, on sent que les chorales font des enfants de musique, apparemment, c'est ce que je constate. Hein? Bah, pas forcément. Ouais. Il y a des gens qui ont eu la même histoire que moi, mais qui ne sont pas forcément devenus artistes. Moi, je peux dire que c'est ma passion et c'est ma voix, c'est la vocation. Voilà. Vous avez été choriste pour de nombreux artistes de renom. Qu'avez-vous appris de ces collaborations et en quoi ces expériences ont-elles influencé votre propre style musical? Alors, mon parcours avec les artistes a été très formateur parce que déjà, ça m'a permis d'apprendre la gestion scénique. J'étais une simple choriste, mais de temps en temps, mes aînés me faisaient me déplacer devant la scène avec eux et c'était un gros challenge. Donc, à force d'apprendre à conquérir le public aux côtés de ces grands noms de la musique béninoise et internationale, aujourd'hui, j'ai une facilité à m'ouvrir au public, j'ai une facilité à communiquer mes émotions, mes envies avec le public. Ouais. Donc c'est un grand sans sortir les émotions quand même. Voilà. Oui. Et quel est le spectacle qui a le plus retenu votre attention pendant toutes ces périodes où vous avez échangé avec ces grands noms d'artistes? Alors, je dirais mon concert à l'Institut français de Cotonou avec Ricos Campos. Ricos Campos, oui. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ce jour-là, j'étais là en tant que choriste, mais en même temps en tant qu'artiste. Ah oui? Certes, j'étais dans l'interprétation, j'ai interprété des chansons que Ricos a fait avec d'autres artistes, mais je me suis plus sentie artiste que choriste. D'accord. Parce qu'il m'a permis d'avoir la scène pour moi. J'étais pas mis en arrière-plan. Voilà. C'était comme s'il mettait la lumière sur moi. Et ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. C'était le concert de Ricos Campos, mais je me suis sentie comme si c'était le mien. Ouais. Il n'y avait pas eu trop de tracts. Comment ça s'est passé? Non, il n'y avait pas trop de trac parce que d'abord, Ricos, c'est un aîné qui est très ouvert d'esprit et c'est un guide. C'est quelqu'un de très... Il n'est pas renfermé. Il t'aide à te sentir très vite à l'aise dans son monde musical. D'accord. Le 1er décembre 2023 a marqué le lancement de votre carrière solo avec le single Vainquant. Voilà. Quel a été le déclic pour vous lancer en tant qu'artiste-compositrice? Alors, je dois dire que en réalité, ma carrière artistique aurait pu démarrer depuis une bonne dizaine d'années. Qu'est-ce qui l'a retenu? Mais malheureusement, j'ai côtoyé certaines personnes qui, plutôt que de m'encourager à exceller et à tenter de prouver ma valeur, ont passé tout le temps à me dénigrer, à me rabaisser, à me dire non, c'est pas le moment, non, voilà, reste choriste, fais ceci, fais cela. Et c'était un blocage pour moi parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Des fois, j'allais même chanter à des endroits où on me disait, on n'a pas besoin de cette voix de bébé là. Et c'est des trucs qui m'ont réellement marqué et... Heureusement, comme on le dit souvent, quand Dieu veut t'élever, il va toujours... Et là, même on sent de l'émotion dans votre voix, là. On sent que vous revivez ces instants-là. Oui, je revis parce que c'est des mots qui m'ont marqué et qui sont restés gravés en moi. Il y avait des moments où j'allais prester à des endroits et on privilégiait d'autres personnes vis-à-vis de moi. Et honnêtement, c'était... Frustré.
voilà, on se sent frustré. Mais on se dit, bah, quand on te dit, t'es pas à la hauteur, mais travaille. C'est en travaillant on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, bats-toi. Et le bébé, aujourd'hui, va grandir avec le temps. Et je donnerai le meilleur de moi. Et je sais que ces personnes-là qui m'ont sous-estimé, qui ont passé tout le temps à me dénigrer, à me rabaisser, seront les premiers à m'acclamer demain. Ah oui. Et votre discographie s'enrichit rapidement d'ailleurs. Comment décririez-vous votre processus de création? C'est-à-dire, où trouvez-vous l'inspiration pour des trucs comme pour la vie, relations malsaines, c'est Dieu qui donne, d'où ça vient? Alors, je dirais que pour la vie, je l'ai écrit depuis 4-5 ans. Mais j'ai fait sortir Vancan avant pour la vie parce que Vancan, c'est une chanson qui me donne de l'espoir. Une chanson qui me dit, ne baisse pas les bras, quel que soit ce que les gens diront autour de toi. Quand tu sais ce que tu veux et que tu travailles pour avoir ce que tu mérites, tu vas y arriver. Donc, persévère. Et après Vancan, j'ai voulu sortir pour la vie parce que j'aime le dire, je suis une éternelle amoureuse. Wow. Souvent, même quand je vais dans mes prestations, je dis souvent... Goumen peut m'attraper à 0 heure, une seconde, je vais tomber amoureuse. Avis à tous les téléspectateurs célibataires qui nous suivent en ce moment. Je ne suis pas prête à laisser mon cœur en peine à cause de quelqu'un qui a voulu me détruire émotionnellement. Oui, non. De votre confiance. Voilà, donc moi, mon cœur, il restera toujours neutre et prêt à aimer à n'importe quel moment. Donc, alors, je chante l'amour. Avec ce cœur à aimer énormément, nous allons rapidement suivre une de vos chansons qui cartonne sur Internet. Le titre, c'est Wanoundé. Oui. Voilà. Nous allons suivre et on revient sur le plateau. C'est de Sémiel, pourquoi Wanoundé? Alors, on dit souvent que tout commence par Dieu et tout finit par Dieu. D'accord.
Alors, dans cette chanson, je demande à Dieu d'agir en ma faveur, d'agir en faveur de tous ceux qui écoutent cette chanson, d'agir dans nos vies, afin que tous ceux qui souhaitent nous voir à terre, tous ceux qui souhaitent nous voir dans les larmes, aient la honte. Parce qu'on dit, la honte sera le partage des persécuteurs. Donc voilà, Wande, Klunona Wande, Bokentolena Mwankbo. Voilà. Le message est assez clair et nous avons reçu tout à l'heure un message de Ghislain Estilagoudi qui vous envoie ses félicitations. Apparemment, c'est l'un de vos gros mentors. Il est le président de l'Amicale des jeunes managers du Bénin. Il a reçu tout récemment une nouvelle distinction, la distinction du manager des managers. Et apparemment, c'est un de vos gros mentors. Oui. C'est... Disons que c'est un grand frère. Ouais. C'est... mon mentor et un soutien inconditionnel. D'accord. Il fait partie de ceux-là qui me donnent la force d'espérer et de travailler encore plus pour les rendre fiers, en fait. Ouais. Vous avez évolué dans différents rôles, choriste, pianiste, animatrice, dans lequel vous vous épanouissez véritablement aujourd'hui. Artiste. C'est trop facile ça. Votre objectif est de devenir une artiste internationale et quelles sont les étapes que vous envisagez de suivre pour atteindre ce rêve? Alors déjà, pour construire, il faut y aller pas à pas. Déjà là, pour l'instant, je fais uniquement des morceaux par mes propres moyens, par moi-même. Et j'espère que mes aînés prendront la main que je leur tends afin de pouvoir faire des feats avec mes aînés. Avant d'aller à l'international, il faut déjà explorer le territoire. Donc, je suis ouverte à n'importe quelle proposition de la part de mes aînés. Je suis prête à travailler avec eux en tant que leur petite sœur, que je suis bien évidemment, et leurs collègues. Donc, voilà, on va déjà passer par les feats locales et ensuite on va s'étendre à l'international. Et ma musique, c'est une musique exportable. Donc j'ai foi que très bientôt, Semiel sera connu et reconnu un peu partout dans le monde. Ouais, vous avez parlé de musique exportable. Si vous devriez décrire votre musique, musique en 3 mots, pour quelqu'un qui ne la connaît pas bien évidemment, que diriez-vous? Je fais du zouk. Là, c'est un exercice, j'ai dit 3 mots. Oui, on y va. Juste en 3 mots. 3 mots. Oui. Zouk, compas, commercial. Super. Dites-moi, quel est votre idole? Vous avez des idoles certainement au plan international, parce que vous faites du zouk. Qui est votre idole? Ou si vous en avez beaucoup, citez-nous juste 2. Idole, non. Je peux dire des artistes qui m'ont inspiré. D'accord. Voilà. À l'international, il y a Jocelyne Labille. Wow. Il y a Mehdi Custo. À l'interne, je dirais Zinab. Ouais. Et Angélique Kidjo. Et Papa Sagboran, Danielou, que j'aime bien aussi. Voilà. Voilà. De 2, vous êtes passé à 5 et je retiens que vous avez échoué à l'exercice. J'ai énormément de... Vous l'avez quand même donné, vous avez donné les bonnes réponses. Avant de poursuivre cet entretien, nous allons suivre un autre de vos clips. C'est intitulé « À mes fidèles ». À mes fidèles, nous allons suivre. On the track. Ma vie n'était que douleur, mon quotidien rempli de larmes, étouffé sous le poids des larmes, du désespoir. Puis un jour je t'ai rencontré, tu as pris ma main, essuyé mes larmes, tu m'as dit je reste avec toi pour toujours. J'ai connu beaucoup de relations, mais aucun comme toi. J'ai vécu beaucoup de déceptions, mais jamais avec toi. Pour certains, juste un jouet, j'étais. Pour d'autres, coup du soir. Mais toi, oh oui, toi, tu y es resté. Tu as pris soin de moi.
Après tant de haine, d'orgueil, je vis le bonheur, oui en Jésus. Renouvelé, renouvelé, je suis. Renouvelé, 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 je suis. Renouvelé, 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 je suis. Hier c'est passé, je vis un jour nouveau qui m'a aimé dès le premier regard. Hier c'est passé, je vis un jour nouveau, mon bonheur absolu c'est Dieu en moi. Hier c'est passé, je vis un jour nouveau, il a croisé ma route, il m'a aimé. Hier c'est passé, je vis un jour nouveau. De Sémiel, ça se passe sur le grand format. Dites-nous, quel message principal souhaitez-vous souvent faire passer à travers votre musique? Alors, l'amour, le message principal, c'est l'amour. L'amour du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que l'amour, c'est au centre de la vie. On ne peut pas vivre sans amour. Donc, quels que soient les messages que je transmets dans mes chansons, il y a toujours l'amour. Il y a toujours l'amour. Quel est le rêve le plus grand de Sémiel? Devenir international. Devenir international. Oui. Un mot pour vos fans et tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de cette émission. Alors, déjà, j'aimerais demander à tous ceux qui aiment la musique de Sémiel de s'abonner à mes réseaux. Voilà. Parce que, oui, je suis une artiste, une jeune artiste. Et pour grandir, il me faut une communauté. Alors, merci de vous abonner déjà sur YouTube et Facebook à mes pages. Et merci de m'accompagner dans cette aventure. Où que j'aille, j'ai besoin de vous. Alors, chers fans, soyez un soutien inconditionnel pour moi. Merci. Ouais. Et pour avoir justement ce soutien, il faut quand même leur offrir un cadeau. Et ce cadeau, ce sera la capella que vous allez offrir aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Ah, d'accord. Bien oublie bonumik bon non Gina, je ne croyais plus en l'amour. C'est la déception, tegbe. Badomon vanemi la wek bola. Et non pas midi, na doude didia. Et si kere we goichema. Bon, no ho, bon, oje, bon. Toi et moi, c'est pour la vie. You and me is forever. Toi et moi, soy mon vol. Oh, toi et moi, c'est pour la vie. You and me is forever. Toi et moi, soy mon vol. Vous et moi, soy mon vol. Merci à vous, Muriel Gomez, alias Sémiel, pour le plaisir partagé avec nos téléspectateurs. Je vous souhaite plein de succès dans votre jeune carrière. Merci. Et bon dimanche à vous. Bon dimanche. Voilà. Eh bien, chers amis téléspectateurs, merci à vous pour votre fidélité une fois encore renouvelée. Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, nous accompagnent et nous encouragent. Un spécial merci à Fidèle Candé-Sounan, ce styliste qui donne vie au pain tissé à travers de belles créations. Il est à Candy, c'est lui qui m'a habillé aujourd'hui. Et me voici comme un beau prince bâtonnon pour faire un clin d'œil à la Ghani, à Niki et dans les autres royaumes qui vont bientôt prendre le relais. Merci du fond du cœur à ce styliste qui m'a envoyé cette belle tenue depuis Candy, juste où se trouve bien évidemment son atelier. Et c'est sa manière à lui de soutenir Canal 3 Bénin, parce qu'il suit tous les dimanches le grand format, je dirais plutôt grand frère Nanciara. Merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Bon dimanche à toutes et à tous. Muriel. Alors, je voudrais aussi dire merci à mon manager, parce que c'est lui qui a déclenché ma carrière, en quelque sorte. Alors, Mike, le papa des faiseurs de stars, merci beaucoup, merci pour tout ce que tu fais pour moi. C'est terminé pour le grand format de ce dimanche. Bonne soirée à vous, portez-vous très bien.